Paul Snabel a 28 ans. C'est bientôt Noël et il fait la fête avec des amis. Comment pourrait-il imaginer à cet instant qu'il prend du bon temps pour la dernière fois? Il n'y avait pas de corps, pas de scène de crime. Des éléments essentiels dans une affaire de meurtre. Elle n'était pas très coopérative et n'avait pas l'intention de parler. Elle voulait lui donner une leçon. Il était bien plus impliqué qu'il ne le laissait entendre. Je me suis dit que si sa moto n'était plus là, c'est qu'il était parti. Et il lui a dit qu'elle nettoyait son arme et qu'elle n'hésiterait pas à s'en servir. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau et merci d'être fidèles aux Enquêtes Impossibles. Comme vous allez le constater, cette histoire ressemble à une longue descente aux enfers. Elle commence dans la verdoyante campagne australienne et elle se termine devant la Cour suprême quand, au terme d'un procès retentissant, le procureur compare cette histoire à la scène la plus insoutenable du film Le Parrain. Une seule différence, cette fois, les personnages sont bien réels et les conséquences de leurs actes sont indélébiles. Je travaillais à l'accueil du commissariat quand Paul Friend est venu déclarer la disparition de Paul Snabel. Monsieur Friend m'a dit qu'il était allé à une petite fête avec lui la semaine passée, qu'ils avaient tous les deux beaucoup bu. Ensuite, Paul Snabel est parti et personne ne l'a jamais revu. Il connaissait Paul depuis 6 ans. Il m'a dit que c'était quelqu'un de bien et qu'il n'avait pas d'ennemis. Et qu'il était inquiet pour lui. La police apprend que la voiture de Paul Snabel est toujours devant chez lui, mais que sa moto a disparu. D'abord, j'ai cru qu'il était parti faire un tour en moto et qu'il n'était pas revenu. Je me suis dit qu'il était peut-être parti avec des amis, mais il n'était pas du genre à ne pas donner de nouvelles du tout. Le frère et la sœur sont très proches. Quelques mois plus tôt, Paul a conduit son unique sœur à l'hôtel pour son mariage. Ce jour-là, il était accompagné de Karen Randall. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. C'était une relation assez houleuse qui cessait et reprenait. Et 2 mois avant, Paul avait agressé Karen, à qui il avait laissé un œil au beurre noir. C'est à la soirée organisée par Donna, la sœur de Karen, que le colocataire de Paul Snabel a vu celui-ci pour la dernière fois. Mais la police apprend qu'il a ensuite été vu chez Karen. Paul et Donna s'y sont rendus après la fête. Karen allait déménager, et donc elle faisait ses cartons, et Paul était censé l'aider. Mais au lieu de ça, Paul a continué à boire. Ce qui a vraiment agacé Karen, qui lui a demandé alors de partir. À 17h ce jour-là, il est parti avec sa moto, et c'est la dernière fois qu'il a été vu vivant. Étant donné la quantité d'alcool qu'il avait bu, on a commencé par chercher le long de la route qu'il était susceptible d'avoir emprunté. Et vu la densité de la végétation dans cette région, on a décidé de ratisser la zone en faisant appel aux secouristes bénévoles de l'État. On a aussi utilisé l'hélicoptère de la police. La sœur et les parents de Paul Snabel se joignent également aux recherches. On a fait des kilomètres et des kilomètres en espérant trouver sa moto ou même Paul allongé au bord de la route. À ce stade des recherches, nous sommes inquiets pour sa sécurité. Il a très bien pu sortir de la route avec sa moto. Sa disparition n'a été signalée que la semaine dernière parce que le colocataire de Snabel pensait qu'il était parti pour une virée de quelques jours à moto. Mais il a commencé à s'inquiéter quand son ami n'est pas venu chercher sa paix à son travail. Il revenait d'une soirée et on pense qu'il était encore sous l'emprise de l'alcool. La police pense qu'il a pu tomber dans un ravin en parcourant les routes dangereuses de la région. Grâce à la couverture médiatique de l'affaire,
Une femme nous a appelés en disant que son fils avait trouvé des pièces de moto à la décharge. J'ai trouvé les plus grosses pièces de ce côté. La majorité des pièces étaient là? Par là, ensuite, de l'autre côté, j'ai trouvé le phare juste là. C'était une pièce égarée, mais les autres... Toutes les pièces étaient là, sauf le phare, juste ici. Peu de temps après, on a reçu un appel disant qu'il y avait aussi des pièces de moto un peu plus loin, à la décharge de Yinar. On a trouvé la selle de la moto. Où l'avez-vous trouvée? Vous pouvez nous montrer? Je ne sais pas trop. À peu près là. C'était caché sous d'autres ordures? Non, c'était sur le dessus. Vous avez vu d'autres choses qui pourraient ressembler à une pièce de moto? Un réservoir d'essence et ce qu'il y a devant. Où était le réservoir? Juste là, là-bas. Les informations s'accumulaient rapidement. On a fermé les 2 décharges et les recherches ont duré pendant 3 jours. Pièce par pièce, les policiers extraient de la décharge la quasi-totalité d'une moto. Et cette moto reconstituée pourrait bien être celle de Paul Snabel. Mais le plus intéressant, c'est que certains câbles sont retrouvés soigneusement enroulés et emballés dans des sacs en plastique. Paul aurait-il méthodiquement organisé sa propre disparition? Un groupe d'adolescents a retrouvé plusieurs pièces de moto à la décharge de Bellara le 8 novembre, soit 3 jours après la disparition de Paul Snabel. Les pièces ont été identifiées comme appartenant à la moto 250 cm3 rouge et blanche de Snabel. On est sûr de nous. On a l'avis d'un de ses amis et d'un mécanicien qui a récemment fait des réparations sur la moto. Ils affirment tous les deux qu'il s'agit bien de la moto de Snabel. D'après ce qu'on savait, Paul Snabel adorait sa moto. Mais le fait de la disséquer, de la mettre en pièces, ne correspondait pas au profil qu'on avait établi. Mais certains de ses amis nous ont dit qu'il avait peut-être l'intention de quitter la Latrobe Valley et de partir pour l'ouest du pays. Il aurait donc pu orchestrer sa propre disparition. On a reçu l'appel d'un agriculteur qui avait retrouvé un moteur dans son étang. On s'est rendu sur place pour l'examiner, mais le numéro de série avait été effacé. Je m'y connais un peu en moto et j'ai tout de suite vu qu'il provenait du même modèle que la moto de Snabel. Quelle que soit la personne responsable, elle ne voulait pas qu'on retrouve l'origine du moteur. C'était donc une découverte très importante. L'étang se trouvait dans l'alignement des 2 décharges. On a donc décidé de sonder tous ceux qui se trouvaient dans le même périmètre. On recherchait d'autres pièces de moto et on savait qu'on allait peut-être retrouver un corps. Aucun corps n'est repêché, mais un cadre de moto est retrouvé et une fois assemblé avec les autres pièces, la police dispose de la moto que Paul Snabel conduisait seulement 4 semaines auparavant. J'étais très inquiète pour lui. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Et si sa moto n'était plus là, c'est qu'il était parti lui aussi. On ne pouvait pas encore parler de meurtre, c'était encore un cas de personne disparue. Il n'y avait pas de corps, pas de scène de crime, des éléments essentiels dans une affaire de meurtre. On s'est dit qu'il fallait inspecter le dernier endroit où il avait été vu. Et c'était chez Karen. On a obtenu un mandat pour essayer de trouver d'autres indices. On a regardé partout autour de la maison et malheureusement, on n'a rien trouvé qui puisse nous aider. On a interrogé Rona Hinney qui vivait avec Karen dans la maison de Merbu. Elle a confirmé l'histoire de Karen en nous disant que Paul était venu boire chez elle ce jour-là et qu'il était reparti vers 17h avec sa moto. Son histoire venait confirmer les déclarations de Karen et de Donna, rien qui nous permettait d'avancer. Elle a également mentionné qu'elle avait déposé ses enfants chez Jano et Irene Maslen à Merbu. Malgré l'absence de ces 2 personnes à la fête,
la police choisit de les ajouter à la longue liste de noms collectés pour l'enquête. Sur notre liste, on a mis les dernières personnes susceptibles de l'avoir vu d'un côté et les amis et autres personnes de son entourage de l'autre. À ce stade de l'enquête, les policiers doivent choisir entre deux hypothèses. Soit Paul Snabel a décidé de changer de vie sans en informer ses proches. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-il détruit sa moto, son bien le plus précieux? Soit il a été assassiné, son agresseur ayant dépecé sa moto pour effacer les preuves. Parmi les indices récoltés dans la décharge, l'un d'entre eux intrigue les enquêteurs. Pourquoi des câbles de sa moto ont-ils été enveloppés dans des sacs en plastique? L'un des enquêteurs a reconnu les sacs comme étant ceux utilisés par une compagnie d'électricité. On a donc fait appel à un employé de l'entreprise pour qu'il vienne nous donner son avis. Et il a confirmé que c'était bien les sacs qu'ils utilisaient et qu'ils étaient généralement accessibles à tout le monde. À la suite de cette information, les noms des employés sont comparés aux personnes figurant sur la liste de noms de la police. Peu de temps après, on a découvert que Jano Maslen travaillait dans cette compagnie. Jano Maslen fait partie des centaines de personnes qui travaillent à la compagnie d'électricité. Il n'a aucun casier judiciaire, mais sachant qu'Irène, sa femme, est une amie d'une connaissance de Paul, la police décide de leur rendre une petite visite. On a obtenu un mandat et on est allé chez Jano et Irène Maslen. On a parlé à Irène, qui nous a dit que la première fois qu'elle avait entendu parler de Paul Snabel et de sa disparition, c'était aux informations. Jano nous a dit que le jour de la disparition de Paul, le 5 novembre, il était chez lui en train de creuser un trou dans son jardin où ils allaient mettre une piscine. Ensuite, on a fouillé le garage et on a retrouvé des sacs plastiques provenant de la compagnie d'électricité, le même genre de sacs que ceux retrouvés dans la décharge. On a aussi remarqué qu'il y avait des câbles soigneusement enroulés et que ça ressemblait beaucoup à la façon dont les câbles retrouvés dans la décharge avaient été disposés dans les sacs. Tout était parfaitement rangé, et pour un garage, c'était impeccable. Le seul endroit où on a retrouvé des résidus, c'était dans une faille par terre. J'ai prélevé la poussière qui s'était accumulée dans les failles et j'ai trouvé des fragments de métaux et de la peinture rouge. Sur l'établi, on a aussi trouvé une lime sur laquelle il y avait de la peinture, de la même couleur que les pièces de moto et identique à celle que j'ai retrouvée dans les failles, sur le sol. On a confié tout ce qu'on avait trouvé au labo pour voir s'il y avait un lien avec les pièces de moto retrouvées à la décharge et dans les temps. Ensuite, j'ai décidé de retourner interroger Jano et Irène Maslen pour voir s'ils pouvaient nous faire une déposition sur ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Quand la police arrive, Jano n'est plus le même homme. Alors qu'il s'était montré plutôt coopératif la première fois, il dit à la police que sa femme et lui ne feront aucune déclaration. On a voulu retourner chez les Maslen pour insister et obtenir une déclaration de Jano et d'Irène. Quand on est arrivé, il n'y avait personne. On a interrogé Rona et elle nous a dit qu'ils étaient partis pour les vacances de Noël, mais qu'elle ne savait pas quand ils rentraient exactement. En quelques jours, les policiers ont rassemblé suffisamment d'indices pour penser que Paul Snabel n'a pas disparu volontairement, mais qu'il a été assassiné. Et Jano Maslen est devenu leur principal suspect. Les sacs en plastique retrouvés chez lui, identiques à ceux de la décharge. Les traces de peinture rouge vues dans son atelier. Son refus de répondre aux questions des policiers et sa brusque disparition l'accusent. Tandis que les Maslen sont activement recherchés, les enquêteurs apprennent que Karen, l'ex-petite amie de Paul, vient d'être admise dans une clinique pour soigner un état dépressif. La jeune femme a-t-elle cédé à la pression? À moins qu'elle ne soit impliquée dans le drame d'une manière ou d'une autre. La relation entre Karen Randall et Paul Snabel a toujours été mouvementée. Au moment de sa disparition, ils ne vivent plus ensemble
Karen est pourtant l'une des dernières personnes à l'avoir vue. Quand on est allé voir Karen à l'hôpital, elle était très fragile moralement. On ne croyait pas à son implication dans la disparition de Paul, mais on sentait qu'elle en savait plus que ce qu'elle voulait bien nous dire. Quand on a interrogé Karen, on lui a parlé des progrès de l'enquête. Et c'est à ce moment-là qu'elle a craqué et fondu en larmes, en nous disant qu'elle avait menti dans sa première déclaration. La première fois, elle nous avait dit que Donna, Ronna et elle se trouvaient chez Ronna avec Paul. Mais ce qu'elle ne nous a pas dit, c'est qu'il y avait aussi Irène. Karen nous a confié que Paul grinçait des dents, comme quelqu'un qui avait pris des amphétamines. Et il commençait à devenir un peu entreprenant avec elle. Il lui caressait le dos, et elle aurait confié à Irène qu'elle détestait ça. Elle a ajouté qu'elle était partie avec Donna, et que Paul était resté avec Irène et Ronna. Le lendemain, Karen et Donna sont allés chez Irène. Cette dernière a pris Karen à part pour lui dire que Paul ne lui causerait plus jamais d'ennui. Elle s'est effondrée et s'est mise à pleurer. Irène lui a dit qu'elle devait se contrôler, sans quoi elle risquait d'avoir des problèmes. Après cela, elle a compris que Paul avait été assassiné. La police interroge Donna qui confirme les dires de sa sœur, tout en ajoutant quelques détails. Elle nous a dit que sa déclaration, celle de Karen et de Ronna, avait été concoctée par Irène Maslen, qui les influençait dans tout ce qu'elle devait dire à la police. Et quelques jours plus tard, la police apprend que Donna a reçu une visite nocturne. Quelqu'un a frappé à la fenêtre de sa chambre et lui a dit qu'il était venu la chercher à la demande d'Irène. Bien, on va à Geelong. Quoi? Maintenant? Ouais. Lorsqu'elle arrive à la maison de vacances d'Irène, elle est conduite à l'écart. Ronna Hine est présente elle aussi. Apparemment, Irène Maslen avait peur que quelqu'un révèle des choses à la police. Irène avait peur que Karen dise quelque chose et a demandé à Donna de s'occuper de l'affaire Terre. Et tu vas aussi le dire à ta petite sœur, Karen. Il faut absolument que tu te taises. Je comprends. Et elle a dit à Donna qu'elle nettoyait son arme. À mon avis, c'était sa façon de dire qu'elle était armée et qu'elle n'hésiterait pas à s'en servir. Les Maslen sont alors devenus notre centre d'intérêt, et particulièrement Irène. On est allé là où les Maslen étaient censés séjourner. On a frappé à la porte et c'est un certain Ian Gillen qui nous a ouvert. Il nous a dit que les Maslen étaient bienvenus ici, mais qu'on les avait manqués parce qu'ils étaient partis la veille. Grâce à ces informations, les policiers entrevoient l'ombre d'une conspiration. Sous l'autorité d'Irène Maslen, les amis de Karen se sont-elles coalisés pour éliminer Paul? Pour en avoir confirmation et déterminer le rôle joué par chacun, les enquêteurs interrogent Donna, la jeune sœur de Karen. Sans doute pour alléger sa conscience, cette dernière raconte alors ce qui s'est réellement passé le jour où elle a emmené Paul dans la maison isolée qu'occupaient Karen et Ronna. J'étais sur le canapé et je crois que Karen était sur le lit de Ronna. Je les ai entendus parler. Elle voulait faire une injection d'amphétamine à Paul. Qui disait ça? Ronna et Irène. Finalement, elles ont réussi à le convaincre. Ils étaient là dans la cuisine. Et quand j'ai rouvert les yeux, ils n'étaient plus là. Et puis, je les ai vus ressortir de la salle de bain. Irène Maslen a confirmé plus tard qu'elle lui avait fait une injection, mais que c'était un mélange d'amphétamine et de solution acide. Et elle m'a dit... Sors d'ici parce qu'il va tomber. Et si tu veux pas voir ça, il vaut mieux que tu partes. Ou quelque chose comme ça.
Elle s'attendait à ce qu'il s'écroule dès qu'elle lui aurait injecté le produit. Et à ce moment-là, Karen et Donna sont partis. L'autre information importante que Donna nous a fournie ce jour-là, c'est que le canapé qui se trouvait chez les Hiney avait été vendu. Et j'ai découvert plus tard que c'était parce qu'il y avait des taches dessus. Et je suppose que c'était des traces de sang. On vous a dit quel genre de tache c'était? Non, on m'a juste dit qu'elles n'avaient pas réussi à les enlever et qu'elles avaient décidé de se débarrasser du canapé. Je suppose que c'était du sang. Quand on a su que le canapé avait été vendu, on a retrouvé la personne qui l'avait racheté et on l'a récupéré pour l'examiner, ce qui nous a permis de confirmer la présence de sang dessus. J'arrive pas à imaginer ce qu'ils lui ont fait. Ils ont dû le frapper ou quelque chose comme ça. À ce stade, l'enquête avait fait un grand bond en avant. On savait avec certitude qu'Irene Maslen était impliquée et qu'elle avait probablement blessé, voire tué Paul Snabel. Rona Hiney faisait aussi partie de nos principaux suspects. Mais on ne savait pas où les trouver, ni à quel moment on allait pouvoir les coincer. La police est convaincue de la culpabilité d'Irene Maslen et de Rona Hiney dans la disparition de Paul Snabel. Mais les deux femmes, ainsi que le mari d'Irene, sont pour le moment introuvables. Lorsque les enquêteurs avaient voulu voir les Maslen, ils avaient fait la connaissance de Ian Gillan. À ce moment-là, il avait peu de choses à dire. Mais Ian Gillan les recontacte par la suite pour leur dire qu'il se trouvait avec les Maslen le jour de la disparition de Paul. Il nous a dit qu'il était présent chez les Maslen le 5 novembre pour creuser les fondations de la piscine. Et ça vous a pris une bonne partie de la journée? Oui. Mais à un moment, Jano Maslen a quitté la maison pour revenir 2 heures plus tard, avec une remorque transportant une moto. Elle a dit qu'il fallait la démonter. Qui a dit ça? Irene, Et qui a participé à ce démontage? Jano, Irene, Rona et moi. On vous a dit d'où venait cette moto et pourquoi il fallait la démonter? Non, on m'a juste dit qu'il fallait la démonter et s'en débarrasser. Il montre ensuite à la police l'endroit où les pièces de moto ont été éparpillées. Que s'est-il passé ici? Jano a jeté une roue dans l'eau, mais elle n'a pas coulé. Alors il a pris le moteur et il l'a lancé dedans. Ensuite, on est remonté dans la voiture et j'ai dit qu'il y avait un autre étang un peu plus loin. Alors on y est allé. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté d'autres pièces, dont le cadre de la moto. Et ici? J'avais un sac rempli de petites pièces emballées dans des sachets. On s'est séparés et on les a éparpillées un peu partout. La décharge était pleine à craquer ce jour-là. C'était quel genre de sachet? Des sacs en plastique transparent. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris que la moto que vous aviez démontée appartenait à Paul Snabel? Non. Les informations fournies par Ian Gillan venaient confirmer nos doutes sur ce qu'il s'était passé dans le garage des Maslen. On se disait qu'on allait enfin voir le bout du tunnel. Mais étant donné le déroulement des événements, on s'attendait aussi à ce que d'autres informations arrivent. Au moment où Ian Gillan raconte sa version des faits, qui confirme l'hypothèse du meurtre de Paul Snabel, les Maslen et Rona Hiney reviennent en ville. Les 3 suspects sont aussitôt arrêtés et interrogés. Au moment où Ian Gillan raconte sa version des faits, qui confirme l'hypothèse du meurtre de Paul Snabel, les Maslen et Rona Hiney reviennent en ville. Les 3 suspects sont aussitôt arrêtés et interrogés. En commençant par Irene, qui apparaît comme l'instigatrice du traquenard. Je dois vous dire que vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, vous comprenez? Oui. Je dois aussi vous informer des droits suivants. Vous pouvez contacter ou essayer de contacter un ami pour l'informer de votre situation. Oui. Et vous pouvez aussi joindre un avocat. En plus d'un ami? Oui, c'est bien clair? Oui, je peux avoir un bottin. Oui.
Qui souhaitez-vous contacter? N'importe quel avocat. Très bien. Veuillez me suivre. On va vous fournir un bottin et un téléphone. Je peux appeler les renseignements? Oui, vous pouvez. L'attitude d'Irène envers nous était très méprisante. Elle n'avait pas l'intention de parler. Elle ne ferait aucun commentaire. Vous venez de passer votre appel. Est-ce que vous avez eu des conseils juridiques? Irène, avez-vous reçu des conseils juridiques? Elle ne voulait pas coopérer et on savait qu'elle ne parlerait pas. Je vous le demande encore une fois. Connaissez-vous une personne du nom de Paul Snabel? Quelle que soit la façon de l'aborder, on ne pouvait rien en tirer. Elle restait là, sans rien laisser voir. Vous m'entendez, Irène? Vous voulez dire quelque chose sur ce qu'il s'est passé dans cette maison d'Ingles Road à Merbou le 5 novembre 1989? Irène, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Paul Snabel le 5 novembre 1989. En revanche, Rona Hiney est loin d'avoir le même aplomb. À force de faire ce travail, vous commencez à avoir l'habitude d'interpréter le langage du corps et de lire dans le comportement des gens. Et le comportement de Rona Hiney nous disait qu'on avait peut-être touché le gros lot avec elle. On voyait très bien qu'elle était inquiète parce qu'elle ne savait pas ce qu'on savait sur cette histoire et sur son implication dans le meurtre de Paul Snabel. Vous connaissez un certain Paul Snabel? Oui. Et comment le connaissez-vous? Par Karen Randall, mon ex-colocataire. Concernant le 5 novembre, vous vous souvenez de ceux qui sont venus chez vous? Oui. C'était qui? Donna et Paul. Et que s'est-il passé quand Donna et Paul sont arrivés? On a bu un café. Rona était très nerveuse et très inquiète en voyant sa première déclaration sur le bureau. Cette déclaration est-elle exacte? Je n'ai pas de commentaire à faire dessus. Pas de commentaire. Non. Et est-ce qu'il y a une raison pour que vous ne vouliez pas faire de commentaire sur la déclaration que vous avez faite à la police? Non, pas vraiment. Peu de temps après cet interrogatoire, Rona est venue parler à l'inspecteur John Rawlinson et à moi-même pour nous dire que Ian Gillan était bien plus impliqué qu'il ne nous l'avait laissé entendre. Après des mois de mystère autour de la disparition de Paul Snabel, Irène Mazelen, son mari Ian Alfred et leur amie Rona Hiney ont été arrêtés la nuit dernière pour meurtre. Interrogé peu de temps après son arrestation, Rona Hiney, l'ex-colocataire de Karen, décide qu'elle ne paiera pas seule pour le meurtre de Snabel. Elle désigne alors un conspirateur qui ne figurait pas jusqu'à présent sur la liste des suspects. Ian était à la porte avec une batte de baseball. Rona déclare à la police que Ian Gillan n'a pas uniquement participé au démontage de la moto et à la dissimulation des pièces dans les décharges locales. J'aimerais parler avec vous du meurtre de Paul Joseph Snabel. Vous connaissez Paul Snabel? Oui. Comment le connaissez-vous? Je l'ai rencontré le 5 novembre chez Rona. Dans le canapé, il y avait un homme que je ne connaissais pas. On me l'a présenté. Il s'appelait Paul Snabel. Rona nous a proposé un verre qu'on a accepté. Et puis Rona et Irène sont allés dans la cuisine. Je les ai suivis et Irène a dit « Cet homme doit partir, Ian. Tu veux bien l'assommer pour moi ?» Je ne savais pas comment le prendre. On est revenu avec nos verres. Ian Gillan ne savait plus ce qu'il devait faire. Il s'est levé pour ramener son verre à la cuisine et c'est là qu'Irène l'a interpellé pour lui demander s'il était décidé à le faire. J'ai repéré la batte de baseball. Elle était contre le mur, comme ça. Que s'est-il passé ensuite? Je suis resté planté là pendant au moins 5 à 10 minutes parce que je ne voulais pas le faire. À quoi vous pensiez à ce moment-là?
Je me disais que je ne pouvais pas le faire, que je n'avais pas envie de le faire. Ian était debout à côté de la porte avec une batte de baseball et j'ai quitté la pièce pour aller dans la chambre de mon fils où je suis restée un petit moment. Irène est entrée et je lui dis qu'il valait peut-être mieux que Ian emmène Paul dehors, qu'il lui mette une correction et le renvoie chez lui. Et ensuite, Je suis entré dans la pièce avec la batte de baseball vers le bas, comme ça. Et je l'ai frappé comme ça. Et quand j'étais dans la chambre, j'ai entendu comme un bruit sourd. à quel niveau l'avez-vous touché? Sur le côté de la tête, ici. Sur cette zone. Oui. J'ai trouvé ça bizarre que Ian n'ait pas hésité à frapper Paul Snabel avec une batte de baseball alors qu'il le connaissait depuis seulement 30 minutes. On aurait dit qu'il avait très peur d'Irène. Et puis des tas de choses m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit que si je le faisais pas, ça pourrait être moi le prochain. Il fallait que je le fasse. Dans quel état était-il après le choc? Il s'est affaissé sur le côté de la chaise et du sang a coulé sur le tapis. Montrez-moi à quel endroit le sang coulait. À peu près là. Comme il n'y avait pas de tache apparente, on a soulevé la moquette et en dessous, il y avait ce qui pouvait être du sang. On a tout de même fait un test qui a confirmé qu'il s'agissait bien de sang. Et en regardant d'un peu plus près les chaises du salon, on a retrouvé une autre tache sur l'un des accoudoirs. Le sang est humain, mais en 1990, en l'absence de test ADN, il est impossible de savoir s'il s'agit de celui de Paul Snabel. Mais cet indice prouvait que le meurtre avait bien eu lieu dans cette partie de la maison. Mais la mort est-elle due au coup à la tête ou à ce que Ian Gillon s'apprête à dévoiler? Irène et Rona sont entrés avec la seringue. Rona tenait la seringue. Et j'étais censée enfoncer une aiguille dans le bras de Paul, mais je pouvais pas le faire parce que j'étais trop nerveuse. Elles ont essayé de lui faire une injection dans le bras. Il était toujours assis sur sa chaise? Il était toujours assis, mais elles n'arrivaient pas à lui planter l'aiguille. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'étais trop nerveuse pour le faire et trop terrifiée. Le produit était dans la seringue? Oui, Il y avait autre chose dans la seringue? oui. C'était quoi? Des amphétamines et de l'acide. C'est ce qu'il y avait dans la seringue. Oui. À ce moment-là, Paul a commencé à émettre des sons qui montraient qu'il allait se réveiller. Et Gillon n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait fait. Mais Irène lui a demandé de le frapper encore une fois. Je lui ai donné un autre petit coup et il est retombé. Après le deuxième coup de batte, il y avait du sang partout. Ian Gillon s'est précipité à l'extérieur pour prendre de l'air. Ian était dehors, il ne se sentait pas bien. Et puis je suis sortie aussi parce que je commençais à me sentir mal. Je peux être grossière? Ouais. Parce que j'ai dit, c'est vraiment la merde, je veux partir d'ici. Et Ian a dit oui. Je suis rentré et j'ai vu qu'Irène avait un sac plastique dans la main. Elle s'est dirigée vers Paul et lui a mis sur la tête avant de le fermer en lui enroulant un bandeau autour du cou. Il était toujours sur la chaise? Oui. 20 à 25 minutes plus tard, j'ai vu qu'il ne respirait plus. À ce stade, il fallait qu'on retrouve le corps pour confirmer cette version et déterminer la cause de la mort. Déterminée à aller jusqu'au bout dans sa confession, Rona Hiney parle de ce qu'Irène et elle ont fait du corps. On a roulé jusqu'à un endroit appelé Shady Creek, mais je n'y étais jamais allée avant. Et c'est là que vous avez trouvé le bon endroit. Oui, on a roulé quelque temps. Le corps de Paul était dans la voiture? Oui. Où? Sur la banquette arrière. Vous l'aviez couvert? Je crois que c'était une bâche. Et comment vous l'avez sorti de la voiture? Irène m'a demandé de l'aider, alors je me suis approchée, mais je me sentais pas bien. Alors je suis revenue près de la voiture où je suis restée quelques minutes. Il y avait des branches et je n'ai pas vraiment vu ce qu'il s'était passé après ça.
Rona conduit les enquêteurs à l'endroit où elle s'est rendue avec Irène 10 semaines auparavant. Avouez que cette scène de crime est proprement hallucinante. 4 jeunes femmes ont attiré dans un piège l'ex-fiancé de l'une d'entre elles avec l'intention de le tuer de sang-froid. Un garçon, Ian Gillan, qui n'a jamais vu la future victime auparavant, s'est joint à la bande. Puis, méthodiquement, avec un cynisme inconcevable, les comploteurs s'acharnent à mettre en œuvre leur plan diabolique, en injectant tout d'abord dans les veines de Snabel un mélange d'amphétamine et d'acide, puis en le frappant à la tête à 2 reprises avec une batte de baseball. Mais les coups ne l'achèvent pas. Et comme ce n'est toujours pas suffisant, Irène Maslen l'étouffe avec un sac en plastique. Excepté les cinéastes spécialisés dans les films d'horreur, qui pourrait imaginer infliger un tel châtiment à un innocent? Rona est incapable d'indiquer aux policiers où le corps de Paul a été déposé. Son témoignage et celui de Ian Gillan permettent néanmoins d'établir le mobile du meurtre. Et en découvrant la vérité, les enquêteurs sont sous le choc. Ian Gillan a avoué que Paul avait été tué. Et je l'ai frappé comme ça. Et il en a également donné la raison. On a aussi vu Irène dans ce garage. Ouais. Elle avait un récipient et une seringue à la main. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a dit qu'elle la remplissait. Elle m'a dit que Paul devait mourir parce qu'il frappait tout le temps Karen, mais que Karen était trop effrayée pour le dire à la police. Il fallait qu'il meure avant de la tuer. Une déclaration confirmée par Rona. Mais les 2 femmes ne sont pas les seules à avoir préparé ce meurtre. Vous en avez parlé avant, je suppose. 2 jours. 2 jours. Et quand vous en avez parlé, qui était présent? Irène et moi, Donna et Karen. Donc elle savait ce qui allait se passer. Oui. Et vous étiez toutes d'accord sur le fait qu'il devait mourir. Oui. J'étais choqué par cette information parce que Karen et Donna nous avaient beaucoup aidés dans notre enquête. Et de témoins majeurs, elles sont devenues les principaux suspects. À partir de là, on devait les considérer comme des membres de la conspiration. Il fallait donc qu'on les interroge. On a eu une discussion au sujet de Paul. Irène voulait s'en charger. Elle voulait lui donner une leçon. Irène ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait vraiment pas. Rona n'avait rien contre lui, mais après... Y avait-il une raison pour qu'Irène ne l'aime pas? Je crois que c'est parce qu'elle m'a vue avec un œil au beurre noir. Elle ne l'avait pas souvent rencontré et elle ne le connaissait pas vraiment. Mais elle a juste dit qu'elle voulait s'en débarrasser. Mais ça voulait dire quoi d'après vous? S'en débarrasser, je suppose qu'elle parlait de le tuer. On a découvert que tout le monde avait un rôle à jouer. J'étais censée l'amener à la maison de Merbou. Karen était censée l'attirer là-bas. On s'est dit que je serais la mieux placée pour l'attirer là-bas parce qu'il ferait ce que je lui demanderais de faire. Donna a donc organisé une petite fête et a invité Paul. Et pendant qu'il s'y trouvait, Karen l'a appelé pour l'inviter à venir chez elle. Donna a conduit Paul à la maison de Merbou et Irène et Rona étaient là. Leur rôle était de faire une injection d'acide à Paul, ce qui devait le tuer. Je m'attendais à ce qu'il s'écroule dès l'instant où il aurait mis ce truc dans son bras, mais il allait bien. Il s'est rapidement retrouvé dehors, à se balader partout, et même à monter sur sa moto. Après, je l'ai vu se diriger vers le garage, et je voyais qu'il n'arrivait plus à avancer, et qu'il ne maîtrisait plus grand-chose. Alors je suis rentrée et j'ai demandé à Rona ses clés de voiture parce que je voulais partir. Je tremblais. J'étais anéantie, je ne savais plus quoi faire. C'est à ce moment-là que Karen et Donna sont partis.
Et quand elle a vu que l'injection ne faisait pas effet, Irene a fait appel à Ian pour frapper Paul avec une batte de baseball. Et comme il était encore en vie, Irene est intervenue en lui mettant un sac plastique sur la tête pour l'achever. Même si Paul était encore en vie au moment où Karen et Donna ont quitté la maison, elles ne pouvaient pas ignorer le sort qui l'attendait. Et elles n'ont rien tenté pour empêcher que le massacre se produise. Elles sont donc accusées de complicité de meurtre. Je pensais pas que ça allait vraiment arriver. Je suppose qu'après avoir entendu parler de l'acide, vous saviez ce qui arriverait à la personne à qui on injecterait ce produit. Je savais qu'elles en parlaient. Je savais que l'acide pouvait tuer. Et vous avez contacté Paul? Je crois pas. Vous ne l'avez pas appelé pour le prévenir ni alerter quelqu'un d'autre sur le fait qu'il ne devait pas se rendre à cette fête? Non, je ne l'ai pas contacté. Très bien. À ce moment-là, vous n'avez pas contacté la police ni tenté d'alerter quelqu'un sur ce qui allait se passer après cette discussion. Non. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que j'avais peur. Je sais pas. Croyez-le ou non, mais j'avais peur. J'ai jamais participé à un truc pareil avant. On avait donc plusieurs personnes accusées de meurtre, mais on n'avait toujours pas de corps. Et bien sûr, il fallait absolument qu'on le retrouve pour rassembler les preuves scientifiques nécessaires pour confirmer la version des événements. Après avoir minutieusement fouillé la zone que Rona Hine a identifiée comme étant l'endroit où le corps de Paul Snabel avait été déposé, la police finit par découvrir des vêtements et des os humains, dont un crâne et une mâchoire. C'était une découverte très importante parce que c'est grâce au crâne et à la mâchoire qu'on peut identifier une victime. On a procédé à un examen dentaire approfondi et les dents retrouvées sur la mâchoire supérieure et inférieure correspondaient à celles de Paul Snabel. Le crâne de Paul permet de prouver d'autres éléments. En examinant le crâne, on a découvert que sur le côté gauche de la tête, il y avait d'importantes fractures parcourant toute la moitié du crâne. Et les caractéristiques de ces fractures indiquaient qu'il avait reçu plusieurs coups d'une incroyable violence sur la tête. De pareils coups sont susceptibles de provoquer une perte de conscience immédiate, si ce n'est la mort. La découverte des preuves ne s'arrête pas là. Là où on a trouvé les restes humains, on a aussi retrouvé un sac plastique, ce qui confirmait ce qu'on nous avait dit sur le fait qu'Irene l'avait étouffé en lui mettant un sac sur la tête. C'était une pièce à conviction très importante. Il y avait aussi un tronc qui portait des traces de peinture. Et Rona Hine nous a dit avoir heurté un arbre en faisant demi-tour avec sa voiture. Alors, quand on a retrouvé ce tronc avec cette peinture, ça a été un élément de premier ordre pour faire le lien entre la voiture des Maslènes et la présence de ce véhicule à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Quand je suis arrivé sur les lieux ce jour-là, j'étais très satisfait. Je savais qu'on avait suffisamment de preuves pour résoudre cette affaire. Les premières procédures ont été lancées contre Donna et Karen Randall, Ian Gillan et Rona Hine. La quantité de preuves qu'on avait réussi à accumuler au cours de l'enquête engageait davantage leur culpabilité que celle des Maslènes. Rona, Donna, Karen sont condamnées pour meurtre. Toutes les trois font appel du jugement. Celui de Rona est rejeté. Et la sentence est confirmée. Elle passera 10 années en prison. Les sœurs ont droit à un deuxième jugement. Elles sont déclarées coupables de tentative de meurtre et passeront 2 ans derrière les barreaux. Ian Gillan a été condamné pour homicide involontaire. Son cas n'a pas été traité de la même façon du fait qu'il n'était pas présent le jour de cette discussion. Il n'avait pas prémédité le meurtre de Paul Snabel.
De plus, on n'a pas pu établir que son geste avait été la cause de la mort, étant donné la participation des autres accusés. Après la condamnation de Rona, de Jan et des sœurs Andal, on a utilisé les témoignages des 4 accusés pour prouver la culpabilité des Maslen. Finalement, Irène Maslen décide de plaider coupable pour le meurtre de Paul Snabel. Elle passera 10 années en prison. Son mari est acquitté. J'ai du mal à savoir quel a été le véritable mobile du meurtre de Paul Snabel. On nous a dit des tas de choses. On nous a donné des informations au compte-gouttes. On nous a menti et à la fin de la journée, on avait une hypothèse assez claire sur la question. Mais quant à savoir si c'est la véritable raison, on ne pourra jamais en être sûr. On n'avait qu'1 an d'écart. On était assez proches. Et il a toujours aimé prendre soin de sa petite sœur. Il n'oubliait jamais de m'offrir des cadeaux pour mon anniversaire et pour Noël. Il me chouchoutait et me disait souvent qu'il m'aimait. Il était toujours joyeux et très protecteur. Son meurtre est une vraie tragédie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient pu faire ça. Dans cette affaire, on peut quand même s'étonner de la clémence de la justice australienne, car non seulement le meurtre de Paul Snabel a été méthodiquement prémédité, mais il a été exécuté avec une sauvagerie extraordinaire. Reste une question récurrente. Pour quelles raisons les 4 jeunes femmes et leurs complices se sont-ils acharnés sur Snabel? Il semble que l'initiative et l'organisation du meurtre reviennent à Irène Maslen. Terrorisant les autres, les menaçant de représailles, c'est elle qui avait décidé d'éliminer le fiancé de Karen, car il se montrait parfois violent à son égard. À une manière effectivement radicale de le faire cesser. Ainsi prend fin cette émission. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.